Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La fédération CFTC Média Plus souhaite maintenir le lien avec vous et répondre à vos questions en matière de santé au travail. Face à une hausse des arrêts maladie de longue durée, des troubles psychosociaux et des burn-out, il est indispensable d'agir pour améliorer nos conditions de travail. L'entreprise n'est peut-être pas systématiquement responsable des maux des salariés, mais lorsque c'est le cas, quand et comment sa responsabilité est-elle engagée? Pour répondre à nos questions, Maître Saada, associée du cabinet L'Atelier des droits, avocate à la Cour, spécialiste en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, va nous aider à répondre à ces questions. Pour commencer, Maître, l'entreprise a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, mais alors comment la définit-on? Alors déjà, on peut peut-être se plonger dans la lecture d'un article et de quelques articles du Code du travail qui sont formidables. Ce sont les articles L41-21-1 et suivants du Code du travail. Alors on ne va pas les lire ici, ce serait ennuyeux, mais en gros, ils viennent dire ces articles qui sont, je le rappelle, issus d'une transposition d'une directive européenne de 1989, donc ce n'est quand même pas tout nouveau, et qui, en gros, mettent à la charge de l'employeur une obligation de sécurité, ce qui veut dire une obligation de prévention qui vise à ce que, quand vous entrez dans l'entreprise en bonne santé, normalement, vous en sortez en bonne santé, avec bien sûr la différence que vous avez vieilli, mais ce qui en soi n'est pas une maladie de vieillir. Donc en gros, vous ne sortez pas accidenté, vous ne sortez pas malade. C'est ça l'obligation générale de sécurité. Et là où c'est intéressant, c'est que, vous le verrez, les articles L41-21-1 et suivants du Code du travail, je suis sûre que vous pourrez mettre le lien sur Légifrance avec ces articles, comme ça on pourra regarder et lire les articles en même temps, dit que notamment l'employeur doit adapter le travail à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui dit tout. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter au travail. Il doit adapter le travail à l'homme. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit éviter les risques. Il doit, lorsque les risques sont inévitables, les diminuer. Et il doit anticiper, finalement, au travers d'une bonne connaissance de ce qu'est l'environnement de travail, l'ambiance de travail, les modalités de travail, les outils de travail, la charge de travail, il doit faire en sorte que ce soit le moins attentatoire à la santé possible. Et il y a une autre chose intéressante dans cet article, dans ces articles. Je dis cet article parce que avant, c'était un seul article, c'était l'article L230-1. Maintenant, c'est plein d'articles. Donc, ces articles, L41-21-1 et suivants, ils disent que l'employeur prend les mesures pour, etc., etc. Cet article « les » est très intéressant et très important. Le législateur n'a pas écrit « l'employeur prend des mesures ». Il a dit « les ». Et quand il dit « les », ça veut dire quoi? Toutes les mesures. Toutes les mesures et surtout celles qui sont pertinentes et efficaces. Par exemple, si je mets juste un numéro vert, ou un fauteuil de yoga ou un baby-foot, c'est pas forcément pertinent. C'est pas forcément toutes les mesures. La fourniture de fraises Haribo non plus me paraît pas d'une grande efficacité. Qu'est-ce qu'on appelle une logique de prévention? Et comment les représentants du personnel peuvent-ils ou doivent-ils y être associés?
Alors la logique de prévention, c'est quoi? Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les risques psychosociaux. Dans le cadre de l'évolution de la prévention, notamment dans les usines, lorsque le travail est physique et lorsque ce sont des machines qui sont dangereuses pour l'homme, on a petit à petit, et ça a démarré dans les années 70, ce mouvement, on a petit à petit considéré qu'il fallait concevoir la machine avec les protections. Que les protections, on ne devait pas les ajouter après la conception de la machine, mais que devait être intégrée à la conception de la machine la prévention. C'est la même chose pour l'organisation du travail. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nous sort le 42e plan, convergence et je ne sais quoi, parce qu'ils s'appellent tous comme ça, hein, dans toutes les entreprises, on a les mêmes plans, avec des noms ridicules qui ne veulent rien dire, parce que le conformisme est grand chez les employeurs. On fait tous la même chose, et même si ça ne marche pas à la concurrence, on va faire comme la concurrence, évidemment. Et ces plans-là n'intègrent évidemment pas la prévention. Vous me demandez, est-ce que ça peut et est-ce que ça doit se faire avec les élus du personnel? Mais je veux dire, qui connaît le travail? Qui sait en parler? Qui sait où sont les risques si ce n'est pas le personnel? Personne d'autre. Les travailleurs sont les experts de leur travail. On entend parler de benchmarking des salariés. Est-il interdit en France? Si oui, pourquoi? Alors le benchmarking, c'est quand c'est quand on fait des bancs d'essai. En français, c'est bancs d'essai. Quand vous allez prendre, c'était quelque chose qui était utilisé, c'est un terme commercial en quelque sorte, où les entreprises surveillent la concurrence et essayent les machines, etc., les prix, comparent, etc. Elles font un benchmarking, c'est-à-dire qu'elles se comparent aux autres pour voir qui est le meilleur et pour bien sûr s'améliorer. Alors, ça c'est acceptable quand on compare des machines, des services, etc. Mais quand on se met à comparer des travailleurs, c'est moins bien. Donc la Caisse d'épargne, à une époque, a fait, et ça se fait d'ailleurs de manière assez souterraine, du benchmarking. Ça veut dire qu'on compare les salariés entre eux, on fait une espèce de tableau d'honneur des salariés, et chaque jour, le salarié a pour objectif, il ne sait pas trop, d'être meilleur qu'en son voisin. Et on compare les performances de telle agence, mais à l'intérieur de telle agence, de tel salarié, etc., etc. Donc ça, c'est le benchmarking, c'est comparer, mettre les salariés en concurrence. Voilà. Est-ce que c'est interdit? Le tribunal de Lyon avait dit c'est interdit. On interdit à la Caisse d'épargne de continuer à faire ça. Et puis la Cour de cassation ou la Cour d'appel, je ne sais plus, a dit le benchmarking n'est pas en soi attentatoire à la santé. Bon. Merci maître pour votre analyse pertinente et surtout pour le temps que vous nous avez accordé. Fort de ce constat, je vais me permettre de jeter une petite bouteille à la mer. Ne serait-il pas plus judicieux de prévenir plutôt que de guérir? À méditer. À vous militants, adhérents ou simples navigateurs sur notre site, nous vous remercions d'avoir suivi cette interview. On espère qu'elle vous sera utile dans vos relations de travail. N'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site Fédération CFTC Média Plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt.